Bonjour à tous, je suis Dr Belabdi, je suis oncologue médicale au niveau du CHU de Bordeaux. Donc un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler des highlights de l'ENS 2023. Alors c'est pas évident de résumer 2 jours en 20 minutes, mais j'ai axé plutôt ma présentation sur les données que j'ai trouvées, que j'ai jugées plutôt pratiques, utiles dans notre pratique quotidienne. Alors en commençant par les marqueurs tumoraux et comment les interpréter dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle, chromographie acérique. Donc la chromographie, c'est une petite protéine qui est produite par les cellules neuroendocrines. On sait que c'est un marqueur tumoral qu'on utilise dans les tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle. On sait qu'il est corrélé au volume tumoral. Plus on a de la tumeur et plus le taux de chromographie acérique serait élevé. Mais au fait, l'analyse de cette chromographie acérique n'est pas aussi facile que ça, elle n'est pas aussi évidente. Il y a beaucoup de faux positifs auxquels il faut vraiment faire très attention, comme la prise d'IPP, l'insuffisance rénale ou la présence de gastrite atrophique. Et au fait, dans cette présentation, on avait essayé de voir si ces marqueurs tumoraux avaient un impact pronostique ou prédictif de réponse ou pas dans ces tumeurs neuroendocrines de l'intestin grêle. Et en ce qui concerne la chromographie acérique, il y avait une étude qui a été présentée, donc qui avait retrouvé qu'il y avait une corrélation entre l'élévation du taux de la chromographie acérique et la survenue de progression ou de rechute de la maladie. Vous voyez ici un exemple d'un patient. Pardon. Je reviens, donc je ne vais pas utiliser le pointeur. Donc vous voyez ici que pour ce patient, donc c'est un patient qui a été opéré pour une tumeur neuroendocrine de l'intestin grêle et qui a été suivi. Vous voyez que du moment qu'on avait commencé à avoir des taux de chromographie acérique, on ne retrouvait rien à l'imagerie, mais qu'après 1 à 2 ans, on a commencé on a visualisé une progression et une rechute radiologique, ou apparition de lésions au niveau des examens radiologiques. Mais bon, cette question a fait aussi l'objet d'une autre étude prospective, mais qui n'a pas réussi à trouver le lien entre cette élévation de chromographie acérique et la progression de la maladie. Alors, ces 2 études qui ont été présentées ont évalué surtout l'impact pronostique de la chromographie acérique. Et ce qui a été retrouvé, que si on a un taux de chromographie acérique qui est très élevé, c'est un facteur de mauvais pronostic. Par contre, c'est un bon facteur à suivre au cours du traitement, c'est-à-dire que si on a un patient qui a un taux de chromographie A qui est élevé au départ, on le met sous traitement. Si on a une diminution de ce taux, ça veut dire que ce traitement il est efficace et vice-versa. Alors, deuxième marqueur tumoral, les 5-HIA, qui est surtout corrélé au syndrome carcinoïde. On sait tous que le syndrome carcinoïde est lié à la production importante de sérotonine par les cellules neuroendocrines, et cette sérotonine est justement dégradée en 5-HIA et éliminée par les œufs. Et donc, je vous l'ai dit, il est corrélé au syndrome carcinoïde, mais ce qu'il faut surtout savoir est qu'il est essentiellement lié à la survenue de cœur carcinoïde. Et justement, on avait présenté les résultats de cette revue systémique, et ce qui avait été retrouvé, et que si on a un taux de 5-HIA qui était très élevé, c'est associé à la survenue, le développement de cœur carcinoïde ou l'aggravation d'un cœur carcinoïde déjà existant, même si on a des patients qui ne présentent pas d'autres symptômes de syndrome carcinoïde. Vous avez des patients qui n'ont ni diarrhée, ni Flush syndrome, et le fait d'avoir un 5-HIA qui est très élevé, c'est un facteur que ces patients risquent de développer des cœurs carcinoïdes. Au fait, le cut-off qui a été défini était d'avoir un taux qui est supérieur à 300 et qui déjà augmenterait le risque de survenue de cœur carcinoïde de 2 à 3 fois. La valeur pronostique, tout comme la chromographie, plus on a un taux élevé de 5-HIA lunaire, et c'est considéré comme un facteur de mauvais pronostic. Donc, conclusion de ces marqueurs tumoraux, il faut faire attention, penser aux faux positifs, ne pas s'alarmer dès qu'on a un qui est positif. Si on a une élévation qui est persistante de cette chromographie acérique, il faut penser à faire une imagerie. C'est peut-être aussi que le malade récidive ou il est en progression. Il faut bien sûr faire un dosage régulier des 5-HIA, même si on a des patients qui ne présentent
aucun symptôme. Et si justement on retrouve cette élévation, il faut intensifier le traitement et ne pas dire que c'est bon, on est à l'aise, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de flèche. Non, si on a une élévation du 5-HTP, il faut intensifier le traitement. Alors, deuxième point que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est l'évaluation radiologique qui avait vraiment une présentation très intéressante qui a essayé de voir si vraiment les critères de CIS étaient applicables dans l'évaluation thérapeutique des tumeurs neuroendocrines. Et enfin, la réponse déjà est non. Si on prend l'exemple des tumeurs de bas grade, de grade 1, qui évoluent vraiment lentement, si on voit l'exemple de ce patient, donc on a une maladie qui est classée de cyste stable, mais on sait déjà que c'est une tumeur qui évolue très lentement. Donc est-ce qu'on est vraiment censé attendre jusqu'à l'arrivée à 20% pour dire que le traitement ne marche pas? Eh bien, ils sont que non. Et on devrait plutôt utiliser le taux de croissance tumorale. En fait, le taux de croissance tumorale pour ces tumeurs, je précise, de bas grade, c'est-à-dire des tumeurs bien différenciées de grade 1 ou de grade 2 faible. Et pour ces patients, on devrait utiliser ce taux de croissance tumorale qui est défini par le pourcentage de changement de la taille par mois, de la taille des lésions par mois. Et au fait, il y avait cette analyse rétrospective qui avait essayé de corréler ce taux de croissance tumorale à la PFS et la survie des patients. Ils avaient choisi un cutoff de 0,8% par mois et ils avaient constaté que si on a un taux de croissance tumorale qui est supérieur ou égal à 0,8% par mois, ben, ça serait le meilleur indicateur que cette maladie est en progression et qu'on devrait changer de traitement et ne pas se fier uniquement aux critères nécessaires. Alors, deuxième point aussi concernant le cyste stable, c'est avoir dans les cystes stables une progression clinique. C'est-à-dire qu'on a une stabilité radiologique, mais que le patient a un syndrome carcinomique qui s'aggrave de plus en plus. Ce n'est pas une situation qui est certes très fréquente, mais qu'on rencontre lors de nos consultations, des patients qui ont des stabilités, mais aggravation du syndrome sécrétoire. Et bien, chez ces patients, il ne faut pas se fier au récist. Intensifier le traitement dès qu'on a une progression du syndrome carcinomique. Alors, pseudo-progression, on en a entendu parler avec l'immunothérapie, ben, elle existe maintenant des tumeurs neuroendocrines. Elle peut survenir surtout chez les patients qui ont reçu un traitement local, comme la radiochimio-embolisation ou la radiothérapie intervectorisée. Bien sûr, il faut une deuxième évaluation pour confirmer qu'il ne s'agit pas vraiment d'une progression. Donc, conclusion de cette évaluation radiologique, précise, mais pas vraiment idéale pour les tumeurs qui sont très bas grades. Il faut donner de l'importance à l'évaluation clinique. Si on a une progression du syndrome carcinomique, même si on a une maladie résistante stable, il faut intensifier le traitement. Et bien sûr, penser aux pseudo-progressions qui peuvent survenir après un traitement local. Et je pense que l'idéal serait d'associer une imagerie fonctionnelle et une imagerie conventionnelle pour pouvoir vraiment évaluer la réponse thérapeutique chez ces patients. Alors, un autre point, la biopsie. Donc, ça a fait quand même un sujet de débat pendant un moment. On a vu pas mal de papiers qui avaient parlé de l'hétérogénéité des néoplasies neuroendocrines. C'est vrai que c'est des tumeurs hétérogènes, mais elles sont hétérogènes même chez les mêmes patients. Il y avait pas mal d'articles qui avaient parlé du changement du Ki67 au cours de l'évolution de la maladie. Et justement, ce sujet a fait un sujet de discussion pendant longtemps. Il y avait, je dirais, pas mal d'experts qui recommandaient de biopsier à chaque progression, ce qui n'est pas vraiment évident, et d'autres experts qui disaient que non, il faut temporiser. Et dès qu'on a une évolution qui est inhabituelle, comparée au grade, là, il faut rebiopsier chez ces patients. Et c'est justement c'est ce qu'on recommande lors de l'ANES de 2023, c'est-à-dire de biopsier quand on voit qu'il y a une évolution inhabituelle par rapport au grade de la maladie. Le futur serait probablement la biopsie liquide, ça nous évitera de faire des biopsies tissuaires aux patients et pourquoi pas un peu plus avancer dans la biologie moléculaire des néoplasies neuroendocrines et identifier des mécanismes de résistance au traitement. Alors, une autre publication, enfin une présentation, qui était très intéressante sur la survenue de métastases osseuses, qui ne semble pas une situation aussi rare que ça, parce qu'elle représente 15 à 18% des patients, 61% surviennent de façon métachrone. Donc, pour le diagnostic, ça se fait en utilisant l'imagerie fonctionnelle et conventionnelle. Il faut bien sûr évaluer le risque de survenue de complications, compression médulaire, fracture pathologique.
On donne bien sûr un traitement pour éviter justement les événements osseux, l'iphosphonates et denosumab, mais ce qui était intéressant, c'est que sur le plan du traitement spécifique, ces métastases osseuses, qui je pense sont quand même de mauvais pronostics, ne semblent pas répondre aux analogues de la somatostatine ni aux thérapies ciblées. Il faut plutôt intensifier le traitement par une chimiothérapie ou radiothérapie interne vectorisée qui semble plus marcher contre ces métastases osseuses. Alors, traitement, séquence thérapeutique, donc vraiment un sujet fascinant. Donc, pendant longtemps, on n'avait pas de séquence thérapeutique qui était définie dans les tumeurs neuroendocrines. On a plusieurs traitements qui ont été tous validés versus placebo. Donc, cette meilleure séquence, on n'a pas toujours la réponse à cette question. Et justement, les premiers résultats de l'étude étaient présentés à l'ENES 2022. Et je peux vous dire que j'étais très contente de voir ce programme en disant qu'on aura une étude sur la séquence thérapeutique. J'étais très contente. Mais ensuite, j'ai été déçue du résultat. Parce qu'en fait, ça avait montré que ce n'était pas aussi évident de répondre à cette question. C'était une étude de phase 3, une étude de secteur qui a évalué la meilleure séquence thérapeutique chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines pancréatiques de grade 1 et de grade 2. Est-ce qu'on commence par une thérapie ciblée ou plutôt on commence par une chimiothérapie? On a évalué la survie sans progression à la première progression, à la deuxième progression, et l'objectif secondaire était le taux de réponse objectif. Alors, premier problème, pour avoir 140 patients, il a fallu 8 pays et 30 centres. C'est vraiment difficile d'avoir un nombre de patients assez important et 140 patients sur une durée de 5 ans. Donc ça constitue vraiment un défi méthodologique de faire des études de séquences thérapeutiques chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines, d'autant plus que c'est des tumeurs qui sont de très bons pronostics, qui évoluent lentement, et comme vous voyez, on n'a jamais pu avoir les résultats de la PFS2 parce que tout simplement la moitié des patients ne sont même pas passés à la deuxième ligne. Et l'année passée, on avait présenté les résultats de la PFS et du taux de réponse objectif, il n'y avait pas de différence, et cette année, on nous a présenté les analyses de sous-groupe. Première chose qui ressort, c'est que pour les tumeurs neuroendocrines bien différenciées de grade 1, il semble que la thérapie ciblée fait beaucoup mieux que la chimiothérapie. Et en ce qui concerne les taux de réponse objectifs, c'est logique. La chimiothérapie fait beaucoup mieux que la thérapie ciblée, sauf pour les tumeurs neuroendocrines de grade 1 qui semblent avoir un meilleur taux de réponse objectif avec les neuroléus. Et donc, conclusion, pas de différence en PFS, on peut utiliser chimio ou thérapie ciblée. Par contre, pour les TNE de grade 1, il vaut mieux privilégier la thérapie ciblée. On a plus de taux de réponse objectif et une meilleure survie sans progression. Et la chimiothérapie doit être indiquée donc, pour les patients qui sont en bon état général, qui peuvent recevoir une chimiothérapie, qui ont un grade 2 et pour lesquels on souhaiterait avoir une réduction tumorale. Alors, traitement d'immunène, donc vous avez vu avec le professeur Etienne, c'était pratiquement le buzz de l'ENES 2023. Et on avait aussi parlé du traitement des immunènes. Et ça coïncide avec la sortie des guidelines de l'ENES 2023. C'est une situation qui est très difficile, qui constitue un vrai challenge. Souvent, c'est des formes métastatiques, donc on est vraiment limité par la biopsie. Est-ce qu'elle est vraiment représentative de ce qu'on a ailleurs? Le pronostic il est souvent péjoratif tout simplement parce que la composante neuroendocrine est en plus de 60% des cas incarcinants neuroendocrines et le choix du traitement, donc ça se discute, il varie en fonction de la composante dominante ou la composante la plus agressive. Donc, pour les stades localisés, chirurgie, pas de discussion là-dessus. Pour la chimiothérapie adjuvante, aussi ça se discute en fonction de la composante la plus agressive ou la composante la plus dominante. Alors il y a ceux qui recommandent de faire l'analyse des ganglions et les contingents qu'on trouvera dans les ganglions, c'est le même qu'on suivra pour le traitement adjuvant. Pour les formes métastatiques, pareil, sujet de discussion. Il y a ceux qui recommandent la forme la plus agressive, il y a ceux qui recommandent la forme plutôt la plus dominante. En ce qui concerne les carcinomes neuroendocrines, c'est pratiquement les droits qui agissent sur les adénocarcinomes, agissent aussi sur les carcinomes neuroendocrines. Après, si on a une tumeur neuroendocrine bien différenciée qui nécessitera des analogues de la somatostatine associés à un adénocarcinome, mais on n'a pas de problème d'association des deux traitements, on peut traiter les deux composantes. Alors, il y avait une session sur les
thérapeutique. J'avais essentiellement une présentation sur les anti-angiogéniques. Vous voyez ici les différentes études qui ont essayé d'évaluer la place des anti-angiogéniques, des TKI, dans les tumeurs neuroendocrines, que ce soit de l'intestin grêle ou de pancréatique. Alors en bleu clair, c'est des études qui avaient quand même des résultats positifs, mais qui ne sont jamais arrivés à des phases 3. Et actuellement, ce qu'on est en train surtout de voir, c'est des études qui concernent le cas byzantinique, les phases 3, que ce soit dans l'intestin grêle ou le pancréas, avec des résultats vraiment prometteurs. Le surifalcininib, qui est validé uniquement en Chine, n'a jamais été validé en Europe ni aux États-Unis. Alors ici, vous avez l'algorithme de l'intestin grêle, donc vous voyez clairement qu'il n'y a pas de place aux anti-angiogéniques, aux TKI, mais dans le futur, probablement grâce aux nouvelles études, on verra plus de place aux TKI dans l'arsenal thérapeutique. Pareil pour le pancréas, en dehors du sunitinib, on ne voit pas les autres TKI, mais probablement dans le futur, on les verra de plus en plus dans les guidelines. Pareil pour les carcinomes neuroendocrines, vous voyez qu'il n'y a aucune place au TKI, il y a pas mal d'études qui sont en cours, surtout avec le cabozantinib en monothérapie ou en combinaison avec l'immunothérapie, qui vont très probablement changer les choses. Alors l'immunothérapie, donc ce qui a été constaté que les néoplasies neuroendocrines, contrairement à la météo algérienne ces jours-ci, ne semblent pas être très chaudes. Il n'y a pas de charge tumorale qui est très importante, et justement elles sont dites des tumeurs froides qui ne semblent pas répondre à l'immunothérapie. Et justement, vous voyez ici qu'il y a eu pas mal d'études avec des taux de réponse objectifs qui ne sont pas très, je dirais, satisfaisants. Et il y a eu justement cette étude de phase 2 qui a été présentée, qui a évalué la combinaison de l'envatinib avec le pembrolizumab. Et bien, c'est des résultats qui sont décevants. Il y avait justement, ils avaient prévu une deuxième partie de l'étude, mais ils l'ont annulée parce que les taux de réponse objectifs n'étaient pas très importants. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais juste vous faire voir rapidement les nouvelles recommandations des guidelines de l'ENET 2023 qui sont disponibles sur le net, qui sont gratuites pour le moment, elles deviendront payantes dans peu de temps, donc téléchargez-les ou on peut vous les partager si vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, pour ces recommandations qui concernent les tumeurs neuroendocrines gastro-duodénales grade 1, 2 et 3, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On reste, je vais vous parler des formes métastatiques uniquement. On reste sur les analogues de la somatostatine pour les grades 1 et les grades 2 inférieurs à 10%. La nouveauté, c'est qu'on nous permet et on nous dit de pouvoir utiliser les analogues de la somatostatine pour les patients qui ont des tumeurs neuroendocrines de grade 2 supérieur à 10%, mais qui ont une évolution qui est lente. Deuxième ligne, radiothérapie interne vectorisée et vérolinique pour les grades 3, c'est la chimiothérapie. Alors, les carcinomes neuroendocrines, la nouveauté, je dirais ce qu'ils recommandent, avant d'opérer, si on a une forme localisée, on doit faire un PFTG. Le gold standard des formes localisées, c'est la chirurgie. Chimiothérapie adjuvante, comme on a l'habitude de faire, catacicure de VP16 cisplate. Pour les formes métastatiques, toujours pas de consensus. Première ligne, on a un standard qui est VP16 cisplate. Deuxième ligne, on a le choix folfirif ou foxparicitabine qui est le syndrome carcinoïde, pareil, il n'y a pas eu vraiment de changement. Gold standard pour le traitement du syndrome carcinoïde, c'est les analogues de la somatostatine. Alors, si on a un syndrome réfractaire défini par la progression de syndrome carcinoïde malgré les injections d'analogues de la somatostatine, alors il est divisé en deux, agressif, non agressif. Non agressif, c'est-à-dire qu'on a moins de 4 selles par jour, moins de 5 flèches syndrome par jour, il n'y a pas de progression tumorale qui est importante et il n'y a pas de cœur carcinoïde qui est associé. Pour ces patients, on réduit l'intervalle des analogues de la somatostatine. Par contre, quand on a une forme qui est agressive, qui est accompagnée à une progression importante de la maladie ou la présence du syndrome carcinoïde, là, on devrait plutôt intensifier et idéalement proposer aux patients une radiothérapie interne vectorisée. Gardez en tête que si on a une augmentation, persistance des 5-HIA urinaires, on devrait traiter, même si on a une stabilité ou absence d'autres symptômes, et on devrait intensifier le traitement et essayer de garder les 5-HIA urinaires au chiffre, je dirais, le plus bas possible. Rectum, colorectal, la nouveauté, c'est qu'on nous permet, encore une fois, d'utiliser les analogues de la somatostatine pour les TME du rectum. Rappelez-vous, ils sont considérés comme des tumeurs qui sont à développement de l'intestin postérieur.
Et dans l'étude Clarinette, il n'y avait pas beaucoup de malades déjà, et il ne semblait pas avoir de bénéfices. Donc là, on nous permet de les utiliser pour les TNE du rectum de grade 1 et de grade 2. Et vous voyez que dans ces recommandations, on met les TKI, il me reste 2 secondes. Donc on met les TKI dans les propositions des guidelines. Alors, je termine par cette slide. Le choix du traitement, avant tout traitement, on va caractériser nos patients, caractériser l'état du patient, les comorbidités du patient, son état général, est-ce qu'il présente ou pas les symptômes, caractéristiques surtout de la tumeur, différenciation, le grade, le stade de la maladie. Bien sûr, tout ça doit être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire et le choix du traitement va dépendre de l'objectif. Si je veux une réduction tumorale, je vais aller plutôt sur une radiothérapie intervectorisée dans le meilleur rang et vers une chimiothérapie. Par contre, si mon objectif est plutôt de stabiliser la maladie, ben, thérapie ciblée et analogue de la somatostatine feront l'affaire. Et je vous remercie de votre attention.